L'invité de ce Smart Impact, c'est Serge Camello. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes spécialiste en immunologie. Vous publiez La guerre des trachées. C'est un roman chronique de la crise sanitaire de 2020 et une réflexion sur la recherche biomédicale. Qu'est-ce que ça raconte, votre livre, qui est donc un roman ? Oui, alors en fait, j'ai commencé à écrire parce que je travaillais dans la start-up qui m'employait sur le Covid-19. Et puis, on était en même temps en télétravail. Donc, j'ouvrais mon ordinateur pour travailler. Quand je le fermais, j'ouvrais la télé. Je regardais ce qui se passait. Et en fait, il y avait pas mal de choses qui me choquaient un peu, qui étaient dites à la télé. Donc, j'avais besoin de m'exprimer. Et j'ai essayé de le faire aussi à travers des articles scientifiques. Mais il n'y a pas eu beaucoup d'impact. Donc, en fait, j'avais besoin d'écrire personnellement. Puis, en fait, au fur et à mesure, ça a pris forme. Et donc, en fait, le but, c'est de dresser une sorte de bilan, en fait, au niveau scientifique, de ce qui s'est passé pendant la pandémie de Covid-19, parce que je pense que ça n'a pas été fait, et que les gens restent dans une incompréhension de ce qui s'est passé, pourquoi est-ce qu'il y a eu toutes ces polémiques, est-ce que c'est normal qu'il y ait des polémiques, pourquoi est-ce que les scientifiques se sont contredits les uns les autres, et puis finalement, à la fin, on est passé à autre chose, parce qu'il y a eu la guerre en Ukraine. Et donc, en fait, il y a la fin de l'histoire a été brutale pour tout le monde et les gens sont restés dans l'incompréhension avec un certain une envie de ne plus en parler parce que c'était traumatique. Parce que c'était une période assez traumatique. Mais en même temps, je pense que le fait de ne pas en parler, de ne pas tirer le bilan, en fait, c'est la source aussi de beaucoup de désinformation et de défiance par rapport à la science. Et c'est très dommageable par rapport à ce qui se passe maintenant. Pourquoi un mode romancé plutôt qu'un document ? Il y avait des noms, des entreprises, des ministères, je ne sais pas, que vous ne pouviez pas citer ? J'ai à peu près cité tout le monde, je pense. Non, en fait, c'était plutôt parce que y avait une partie scientifique et puis une partie que j'ai vécue comme tout le monde personnellement. Personnel, parce que tout le monde a vécu une période particulière. Alors, il y a des gens qui ont bien aimé cette période, il y a des gens qui ont détesté, il y a des gens qui ont vécu tout le monde a vécu des choses extraordinaires dans le sens hors de l'ordinaire. Mais donc du coup, je voulais aussi partager ma propre expérience personnelle. Alors dans ce livre, il y a un élément central, c'est la lenteur de validation des processus scientifiques. Alors on peut se dire c'est normal. On parle de dispositifs médicaux, on parle de santé. Il faut des contrôles importants. Et puis il y a aussi une façon de se dire, c'est des institutions qui sont trop lourdes, trop administrées, etc. La frontière, elle se situe où ? Je pense qu'il faut quand même garder la logique. En fait, on peut pas répondre à l'urgence de manière incontrôlée. Donc, il faut faire des contrôles. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'était un peu un emballement. C'était normal. C'est une situation de crise. Donc, après, que les scientifiques proposent plein de solutions différentes, c'est leur rôle. Pour ne parler que du professeur Raoult, c'est tout à fait normal au départ qu'il propose sa solution. L'hydroxychloroquine paraissait logique. Il y avait des données in vitro qui semblaient bien. Donc, il n'y a aucune raison qu'il ne se lance pas dans cette aventure et qu'il tente de démontrer qu'il a raison. Mais là où il se fourvoie, on va dire, c'est que justement, il ne respecte pas la méthode scientifique. Ses propres expériences montrent que son hypothèse de départ n'est pas validée. Et donc, un bon scientifique change d'hypothèse. Or lui, il est parti sur j'ai toujours raison, et donc c'est les autres qui ont tort, et donc je ne changerai pas d'hypothèse. Et c'est là où ce qui m'a vraiment choqué le plus, c'est qu'il a le droit il a même le devoir de faire ce qu'il a fait au départ, mais après, en fait, la méthode scientifique qui prend du temps, il faut la garder en vie. Et bien sûr, alors ça, moi je suis 100% d'accord avec vous, et c'est vrai que cette logique qui me semble vraiment essentielle quand on parle de recherche scientifique, donc la prudence, le temps, elle se heurte à l'urgence, là. Et à une demande mondiale d'une solution. Donc comment on concilie les deux, quoi ? Comment on concilie les deux ? En donnant beaucoup d'argent à la recherche. En fait, c'est un peu la troisième partie du livre, en fait, où j'essaie de dresser aussi un bilan de mon expérience professionnelle dans différents laboratoires, que ce soit dans le secteur public ou privé. Et en fait, finalement, la solution, c'est de donner des financements, de donner des moyens à tous les chercheurs qui travaillent sur des sujets qui apparemment ne sont pas forcément urgents et pas forcément importants. Mais en fait, c'est ça qui va peut-être donner la solution à des situations d'urgence. En fait, les vaccins ARN messagers, en fait, donc il y a aussi un très bon bouquin qui n'est pas le mien, qui est celui de Jérôme Lemonnier sur toute l'expertise scientifique qui a duré pendant 30 ans pour découvrir les ARN messagers et qu'est-ce qu'on pouvait en faire. Donc en fait, quand les gens disent les vaccins sont arrivés en 1 mois ou 1 an, non. En fait, non. Il y avait 30 ans de travail sûr. avant. Et donc en fait, s'il n'y a pas eu les moyens en amont
sur la recherche sur des sujets qui paraissent pas forcément urgents, bah en fait, vous vous retrouvez dans une situation de panique et vous n'avez aucune solution. Or là, il y avait une solution, heureusement. Ouais. Cette crise, cette pandémie de Covid, qu'est-ce qu'elle réveille? Elle révèle comme faille structurelle de la recherche biomédicale. Le manque de moyens dont vous venez de parler, quelle leçon vous en tirez, vous? Il y a premièrement un manque de moyens, et après, la deuxième chose, c'est que, en fait, alors, je vais peut-être pas me faire des amis, mais moi, je suis pas forcément pour le fonctionnariat à tout prix. Ce qui a bien marché aux États-Unis avant la nouvelle administration, c'est qu'il y avait énormément de moyens, mais il y avait aussi, il y avait aussi une sélection drastique. Enfin, pas une sélection, mais plutôt une évaluation drastique. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup d'argent pour beaucoup de gens, mais il fallait vraiment faire ses preuves pour être dans les meilleures universités, dans les meilleurs hôpitaux, pour être au top de la science. En France, malheureusement, à cause de l'absence de moyens, on a décidé de préserver des emplois à long terme. Donc ça a des avantages, parce que les gens peuvent faire leur étude sur un long terme. Mais le problème, c'est qu'en fait, il n'y a plus assez de concurrence. Donc en fait, ils sont un peu dans une sorte de, à mon avis, de routine, un peu de ronronnement, et ils se remettent pas assez en question. Et pour moi, un des vrais problèmes qui a été vu pendant la pandémie, c'est qu'il y a eu un manque de prise de conscience, de pouvoir se remettre en question rapidement, justement. Quand une hypothèse était faite et qu'elle n'était pas correcte, en fait, les gens sont restés dans leur idée de départ parce qu'ils avaient l'habitude de ne pas être remis en cause. Et si on continue, parce que ce qui est intéressant, c'est d'essayer de voir quelles leçons structurelles ont été ou pas d'ailleurs tirées, la coopération entre des entités publiques, des labos publics, des labos privés, ça a fonctionné, ça n'a pas fonctionné? Qu'est-ce qu'on peut en dire? Alors déjà, il y a eu un énorme effort au niveau public, même de l'ANSM et des autorités de santé et des financeurs publics pour mettre en place énormément d'essais cliniques sur le Covid-19 de manière très rapide. Donc ça, il y a vraiment quelque chose qui s'est passé. Il y a eu aussi donc Avater et l'ANRS MIE. Donc c'est MIE, c'est pour maladies infectieuses émergentes. Donc c'est une cellule particulière de l'ANRS qui finance des projets, qui a lancé beaucoup d'appels d'offres pour pour avoir des projets de recherche clinique, que ce soit du privé ou du public. Donc de l'argent public qui irrigue la recherche privée ou publique, d'accord. Donc ça le système fonctionne bien. Après, ce qui n'a pas fonctionné à mon avis, c'est que la sélection des projets n'a pas été très efficace. Oui, on y revient à ce côté peut-être pas assez exigeant ou élitiste dans la sélection, quoi. Oui, c'est un peu ça. Puis après, les gens se connaissent eux-mêmes. Et puis les gens qui font partie de l'ANRS MIE, eux-mêmes sont des chercheurs. Donc eux-mêmes, ils vont proposer un projet. Et donc, je ne dis pas qu'ils se sont donnés à eux-mêmes l'argent parce qu'il y a des malversations ou quoi que ce soit, mais c'est parce que quand on propose un projet, c'est qu'on pense que c'est le meilleur. Et donc, c'est normal qu'ils se soient un peu eux-mêmes autofinancés à ce niveau-là. Est-ce que si on regarde ce qui s'est passé là avec les craintes autour de cet hantavirus des Andes, il y a quand même eu une réactivité. Alors là, je parle des pouvoirs publics, que ce soit en France ou même l'OMS, il y a eu une réactivité quand même plus importante. Là, on peut se dire qu'une leçon quand même a été tirée de la crise Covid. Oui, c'est vrai. Oui, je pense qu'en effet, la réponse a été plus rapide et plus... Alors après, en termes de liberté publique, on peut dire c'est un peu violent pour ceux qui ont été confinés, mais bon, c'était peut-être ça l'efficacité, quoi. Oui, parce que moi, en fait, au départ, j'ai eu tort, heureusement, j'étais un peu inquiet. Je me suis dit, si c'est la même chose que pour le Covid, c'est-à-dire que si les personnes asymptomatiques ou qui n'ont pas beaucoup de symptômes sont contagieuses, on est très mal parti. Heureusement, c'est pas le cas. Et donc, finalement, ils ont bien géré cette crise-là pour le moment. Il y a une autre leçon, vous l'avez évoqué tout à l'heure, qui est quand même centrale. C'est que, qu'est-ce qui s'est passé pendant... Moi, je l'ai vécu de l'intérieur. J'étais sur une chaîne d'info à l'époque. Donc, on recevait des médecins à tour de bras. Et on a parfois laissé dire des erreurs, évidemment. Mais avec ce sentiment que la recherche scientifique, que ça se faisait en temps réel devant nous, journalistes, et donc devant les citoyens, ça a fragilisé la confiance en la science, d'après vous? Malheureusement, oui. Alors, je pense que c'est une opportunité manquée. C'est un peu vraiment le but de mon livre aussi, c'est d'essayer de redonner un peu de la confiance dans la recherche scientifique et dans la démarche scientifique surtout. C'est que, en fait, les polémiques font partie de la science, c'est normal. Il y a des gens qui se fight, on va dire, qui se combattent pendant 20 ans sur un sujet, sur une molécule, machin. Ça fait partie de la recherche, mais c'est vrai que le grand public n'est pas habitué à ça. Et pour eux, ça les a détournés, en fait, de
de ce travail-là, qui est en fait un travail intellectuel, et c'est normal qu'il y ait de la polémique et des interactions comme ça. sûr. Et donc c'est vraiment, il y a un autre élément qui fait que c'est vraiment une opportunité manquée, c'est qu'en fait, mine de rien, la recherche avec les vaccins ARN nous a sauvés en 2 ans. Enfin, voilà. Oui, bien sûr. Et au lieu de féliciter les chercheurs et d'applaudir finalement ce qui a été bien fait, on n'a que des critiques. Et donc, en tant que chercheur moi-même, c'est quand même dommage. Enfin, nous, on a bossé sur un projet pendant 4 ans, donc qui a donné plutôt des résultats plutôt prometteurs, qui n'a pas été utilisé, heureusement, parce qu'il n'y avait plus besoin. Mais on s'est donné à fond pour essayer de trouver une solution. Et en fait, tout ce qu'on a dans le public et sur les réseaux sociaux et autres, c'est des critiques sur on est des menteurs, on ne sait pas ce qu'on dit, on ne sait pas ce qu'on fait, on est là pour avoir de l'argent. Alors en fait, bon. Ouais. Ça, c'est vraiment dommage. Une éducation scientifique à promouvoir aussi. Merci beaucoup, Serge Camello. C'était passionnant. Votre roman La guerre des trachées est publié aux éditions L'Harmattan. On passe tout de suite à notre rubrique Tous lobbyistes avec Luce Gramont et son invitée Claire Grelot, la présidente de La Belle Vie.